Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo d'un nouveau genre puisque nous allons faire le résumé d'un livre qui est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Benjamin Graham est considéré par beaucoup comme l'investisseur le plus talentueux de tous les temps et il est également le mentor de notre cher Warren Buffett. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et également à activer la clochette des notifications. Ensuite, en allant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action ajoutée à mon portefeuille boursier et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir. Alors, qui est ce fameux Benjamin Graham ? Eh bien, pour info, il est né à Londres, mais est mort en France, à Aix-en-Provence exactement. Mais il est de nationalité américaine, donc sa biographie est assez internationale. Et il a plusieurs casquettes à son arc. Il a été investisseur, gérant de fonds et professeur de finance, d'ailleurs professeur de Warren Buffett. Benjamin Graham est expert en achat de titres sous-évalués, c'est ce qu'il appelle la marge de sécurité. On va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. C'est un des principes très importants de sa méthode d'investissement. Il n'aime pas deviner ou anticiper la prochaine pépite, il préfère plutôt acheter des entreprises qui ont actuellement une forte décote au moment où il les achète par rapport à leurs fondamentaux, donc par rapport à la valeur réelle qu'elles devraient avoir si les marchés étaient totalement efficients, ce qui n'est pas le cas. Il a consigné ses principales idées dans un livre qui s'appelle L'investisseur intelligent, puisqu'il est traduit en français. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours le trouver. Par exemple, sur Amazon, vous le trouverez, ce livre. Il a été écrit en 1949, mais il est, selon moi, toujours d'actualité, puisque beaucoup de ses principes sont intemporels. Aujourd'hui, on est en 2023 et beaucoup d'idées de son livre sont toujours intemporelles, je pense toujours applicables et je pense qu'elles le resteront pendant encore assez longtemps. Donc dans ce livre, vous trouverez les principaux points qu'il a appliqués pour ses propres investissements. Benjamin Graham a donc été le mentor de Warren Buffett et Warren Buffett a majoritairement appliqué ses conseils, ce qui lui a donné la réussite qu'on lui connaît. Là, vous voyez, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais l'évolution de la fortune de Warren Buffett qui est assez exponentielle, notamment parce que donc il applique ces principes qui sont bénéfiques et qui fonctionnent sur le long terme, et aussi grâce au principe des intérêts composés, c'est-à-dire qu'il réinvestit ses bénéfices pour avoir ce qu'on appelle l'effet boule de neige. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est une biographie de Warren Buffett qui s'appelle justement l'effet boule de neige. C'est un autre sujet. Donc, les principes de Benjamin Graham, quels sont-ils ? Le premier, c'est éviter la spéculation. Donc, garder ses distances des spéculations. Si possible, garder distinctivement ses activités d'investisseur et de spéculateur. Avoir donc deux comptes boursiers, c'est-à-dire un compte sur lequel faire ses investissements long terme et un autre compte sur lequel on peut, si on le souhaite, faire de la spéculation, donc des investissements qui sont vraiment plus réduits au niveau de l'horizon de temps, mais distinguer les deux. Ne jamais remettre d'argent sur un compte spéculatif parce que son idée c'est que à court terme, il est difficile de prévoir ce que vont faire les marchés, donc c'est beaucoup plus risqué. Donc ne jamais renflouer ses pertes sur ce genre d'investissement qui sont par nature très risqués et beaucoup plus hasardeux. Et une idée que je partage avec lui, c'est que donc il dit que par exemple investir 100 €, donc si on met 100 €, investir dans une action 100 € actuellement en se disant qu'elle vaudra 150 € dans X temps, c'est de la spéculation, puisque il est impossible de prédire de combien montera une action et dans combien de temps elle le fera. Ça, c'est vraiment impossible. On peut simplement investir dans des sociétés parce que, selon leurs fondamentaux, on pense qu'elles ont de plus fortes chances de monter que de descendre. Mais on ne peut pas savoir à l'avance et prédire de combien elles monteront et surtout dans combien de temps elles le feront. Son deuxième principe, ça c'est vraiment une base de l'investissement de façon générale, c'est de toujours diversifier ses placements, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est du bon sens. Par contre, justement, comme je disais, il y a des principes, la plupart de ces principes sont intemporels selon moi, mais là, pour le coup, il conseille de répartir équitablement son capital en actions et en obligations. Ça, c'est quelque chose qui a marché pendant très très longtemps, mais qui ne marche pas actuellement. Donc là, pour le coup, on peut mettre un petit bémol, se dire que voilà, en tout cas, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, le fait de se diversifier, ça permet de limiter ses pertes et surtout d'avoir un portefeuille qui a moins de volatilité. Mais ça peut être aussi se diversifier en actions. Imaginons que vous mettiez tout votre capital dans une seule action, votre portefeuille sera forcément plus volatile que si vous mettez votre capital sur 10, 15, 20 actions différentes.
Son principe numéro 3, c'est d'éviter les valeurs de croissance. Alors là, c'est justement dans son idée, lui, on va en parler plus tard, d'acheter les actions avec ce qu'il appelle sa marge de sécurité. Vous allez comprendre en détail comment ça fonctionne, mais effectivement, son principe de marge de sécurité va pas pouvoir fonctionner si on veut acheter des valeurs de croissance. Pourtant, les valeurs de croissance, elles ont aussi un intérêt, hein, parce que si vous évitez les valeurs de croissance, vous allez vous... Alors, c'est vrai qu'au moment où il a été investisseur, ça n'existait pas, mais tout ce qui est, par exemple, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, en vous disant j'évite les valeurs de croissance, vous évitez toutes ces sociétés-là, et pourtant, elles ont des potentiels très importants. Mais c'est vrai qu'à son époque, les valeurs de croissance n'avaient pas autant de potentiel que ce qu'elles ont maintenant. Donc je pense que maintenant on peut s'autoriser des valeurs de croissance. Son 4e principe est d'utiliser le DCA, donc Dollar Cost Averaging, qui est finalement de faire le même achat chaque mois ou chaque semestre ou chaque année selon la fréquence de nos investissements que l'on souhaite faire. Le même achat en dollars ou en euros, c'est un portefeuille en euros. Imaginons que vous ayez un capital, je ne sais pas, de 10 000 euros à investir. Et au lieu de tout investir le premier mois, vous investissez 1 000 euros par mois pendant 10 mois. Ça va vous permettre de lisser les prix d'achat finalement et donc d'éviter d'avoir la malchance peut-être d'avoir investi au plus haut. Par contre, vous n'aurez pas aussi la bonne chance d'avoir investi au plus bas. Mais en fait, en cherchant à avoir cette chance-là ou cette malchance, en fait, on s'en remet au hasard. Et le hasard, c'est toujours très risqué par définition. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de faire du DCA. Et d'ailleurs, donc, si on a un gros capital, de le faire pour ce capital-là investir. Et même de le faire tout au long de sa vie. C'est-à-dire que de continuer tout au long de sa vie à investir une somme régulière, alors que ce soit chaque mois ou chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, peu importe, mais de le faire de façon régulière sans regarder ce qu'ont fait les marchés. Enfin, vous allez voir pourquoi c'est un principe naturellement sain. Parce que par exemple, si les marchés ont augmenté, c'est-à-dire que les actions globalement valent plus cher. Et donc si vous investissez la même somme en euros, vous allez pouvoir, ou en dollars, vous allez pouvoir acheter donc moins d'actions parce qu'elles valent plus cher. Et par contre, quand il y a des phases où pendant les périodes où les marchés vont baisser, donc les actions globalement vaudront moins cher. Donc là, vous pourrez acheter plus d'actions en nombre d'actions. Donc naturellement, en faisant du DCA, vous allez acheter plus d'actions quand elles sont pas chères et moins d'actions quand elles sont chères. Donc naturellement, vous comprenez que c'est un phénomène assez vertueux, assez sain et simple à mettre en place. Et en plus, ça nous force finalement à continuer à investir. Donc je rappelle, pour faire du DCA, il ne faut surtout pas regarder ce qu'ont fait les marchés récemment. Son principe numéro 5 est assez simple, c'est de se former avant d'investir. Moi, je pense toujours qu'il faut se former avant d'investir, je suis très d'accord, ou tout au moins comprendre dans quoi on investit. Voilà, même si on confie sa gestion à un gestionnaire de portefeuille ou de patrimoine ou autre, toujours s'intéresser à ce qu'il fait et de comprendre dans quoi on investit. Puisque, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quel que soit l'investissement, il ne va pas monter en ligne droite. Il y aura forcément des phases où les investissements perdront de la valeur. Voilà, rien ne monte de façon régulière en ligne droite. Mais justement, le fait de se former ou au moins de comprendre dans quoi on investit, ça va nous permettre quand les marchés, et ça arrivera, c'est inéluctable, quand les marchés donc baisseront, donc notre portefeuille baissera, si on a compris dans quoi on investit, on comprendra, on aura toujours confiance et on restera investi. Parce que si on n'a pas compris, on va revendre au pire moment quand les marchés auront baissé et on ne sera pas là pour profiter de la hausse qui arrivera et qui sera certainement supérieure à la baisse qu'on vient de subir. Son principe numéro 6 est d'être contrarien, c'est-à-dire de profiter des cracks boursiers pour acheter. C'est-à-dire profiter justement de ces moments-là pour acheter des actions, mais pas n'importe lesquelles, bien sûr, parce que quand il y a des cracks boursiers, certaines sociétés perdent beaucoup de valeur, mais il faut regarder fondamentalement pourquoi elles les ont perdues. Si c'est lié à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont vécu vraiment des événements qui les mettent en péril, là il faut éviter d'investir dans ces sociétés-là. Par contre, si on voit que des actions ont baissé durant ces cracks boursiers, mais pas parce qu'elles ont subi des événements qui les mettent en péril, mais plus parce qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle le risque de marché. C'est-à-dire que quand le marché général va mal, toutes les sociétés, même celles qui n'ont pas de problème particulier, vont avoir leur prix qui va baisser. Donc là, c'est un bon moyen d'acheter ces actions-là en particulier.
Son principe numéro 7 est de ne pas tenir compte des fluctuations du marché. Je suis complètement d'accord avec lui. Quand on fait de l'investissement long terme, il ne sert à rien de regarder voilà, chaque jour ce qu'on fait de nos investissements, puisque ça va finalement nous faire plaisir ou nous inquiéter pour rien, puisque on n'est pas censé revendre nos actions voilà, à court terme. Et justement, quelque chose de très juste, c'est que certains investisseurs sont plus à l'aise avec l'immobilier car au final, leur prix n'est pas affiché tous les jours. Voilà, quand vous avez des biens immobiliers, vous n'avez pas une cotation en temps réel de vos biens et pourtant, forcément, leur prix également varie à la hausse ou à la baisse. Et justement, pour ces investisseurs-là qui sont tentés, qui paniquent facilement, qui sont tentés de revendre très facilement leurs actions en cas de légère baisse, justement, l'immobilier, pour le coup, c'est adapté à ces investisseurs-là, parce que déjà, ils ne connaissent pas, ils savent pas de combien baisser leur prix. En plus, même s'ils le savaient et qu'ils voulaient revendre, c'est peu liquide. Un bien immobilier, ça ne se revend pas en un clic comme une action. Donc voilà, le processus de vente serait assez long. Il faudrait, voilà, en plus, maintenant, il faut faire des bilans énergétiques, après passer une annonce ou contacter un agent immobilier, il faut faire des visites, bref, c'est assez long. Et justement, ça évite de vendre sur un coup de tête. Son principe numéro 8 reprend une idée précédente qui est de compter sur soi, donc se former ou tout au moins comprendre en quoi on investit. Le principe numéro 9, c'est d'acheter des sociétés de qualité, c'est-à-dire des sociétés saines qui reprennent finalement des critères qui sont de bon sens, c'est-à-dire une société d'une taille suffisante. Il y a d'ailleurs une expression en anglais qui dit « too big to fail », c'est-à-dire que parfois des sociétés qui sont tellement grosses, on dit qu'elles ne peuvent pas faire faillite. Dans la réalité, ce n'est pas totalement vrai. Je dirais plutôt qu'une société qui est vraiment énorme, peut pas faire faillite du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment plus une réalité. C'est-à-dire qu'on a quand même une sorte de sécurité, puisque quand on investit dans des actions, n'oublions pas que si la société fait faillite, on perd du jour au lendemain tous nos investissements. Et les sociétés très grosses, elles ne peuvent pas faire faillite du jour au lendemain, parce qu'il y a tellement d'investisseurs très gros qui sont là-dedans qui, si la société va mal, ils vont faire en sorte, surtout les banques, d'étaler des créances, ce genre de choses, pour avoir laissé le temps de la société de se retourner et de se rétablir. Et du coup, ça nous permettra, nous, en tant que relativement petits investisseurs, de sortir à ce moment-là si on sent que c'est très risqué. Donc, sociétés qui ont une situation forte, qui dégagent des bénéfices stables, qui versent des dividendes stables, si on veut percevoir des dividendes, qui sont dans une dynamique de croissance, c'est-à-dire qui ont toujours des projets et qu'on achète à un prix raisonnable. Et on va voir justement comment il définit un prix raisonnable. Voilà, avec son principe numéro 10, qui est son idée finalement principale d'investir avec une marge de sécurité. Quel est ce principe ? Donc, vous avez ce graphique en bas. En abscisse, vous avez le temps à leur donner le prix de l'action. Et en bleu, la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, la valeur intrinsèque, c'est ce que vaudrait réellement la société. Si à l'instant T, donc on prenait tous ses actifs, donc tout ce qu'elle possède, soit du stock, des bâtiments, des brevets. Les brevets ont aussi une valeur. Donc ça, ce sont ses actifs. Et on déduit ses dettes. Donc toutes les créances qu'elle a, toutes les factures qu'elle n'a pas encore payées, voilà, les fournisseurs, etc., etc. Donc les actifs moins les passifs, ça fait la valeur réelle de l'entreprise, ce qu'elle vaut réellement. Donc si une société a plus d'actifs que de dettes et que réalise des bénéfices, sa valeur va augmenter avec le temps. Mais elle va augmenter de façon relativement stable. Elle ne va pas prendre des dizaines de pourcents de plus-value en un mois. Par contre, en orange, là, vous avez donc le prix de l'action de l'entreprise. Et donc, le prix de l'action, lui, est très volatile puisque contrairement à la valeur intrinsèque qui est basée sur quelque chose de réel, c'est du concret, le prix de l'action est lui complètement, plus abstrait puisque il dépend d'une seule chose qui est la loi de l'offre et la demande. Et si à l'instant T, tout le monde se met à acheter une action, même si la société ne vaut rien, qu'elle ne fait pas de bénéfice ou quoi que ce soit, le prix de l'action va obligatoirement monter. Et si à l'inverse, une société fait des bénéfices, elle est saine, tout va très bien pour elle, mais si à l'instant T, tout le monde se met à vendre l'action, la loi de l'offre et de la demande va faire que obligatoirement le prix de l'action va baisser. Et donc dans la réalité, c'est ce qui se passe. Le prix,
On va prendre un exemple assez caricatural, mais qui illustre bien cet exemple. C'est l'action Tesla. Vous savez que Warren Buffett est quelqu'un de très médiatisé. D'ailleurs, il a racheté Twitter et justement, en utilisant Twitter, même avant qu'il l'achète, il utilisait Twitter. Et en faisant des tweets, il arrive à faire varier le prix par exemple, de Tesla ou le prix des crypto-monnaies. Mais pour prendre l'exemple de Tesla, je me rappelle, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'était en octobre 2021, le prix de l'action Tesla avait augmenté de 40% en un mois. Mais ça, c'était le prix de l'action. Par contre, dans la réalité, la valeur intrinsèque de la société Tesla n'avait pas augmenté d'autant. Donc parfois, ça arrive dans ce sens-là, le cours s'envole. Et parfois, c'est l'inverse. Il y a des mauvaises rumeurs ou des mauvaises nouvelles qui font que il y a pas mal de personnes qui se mettent à vendre l'action. Ça va faire paniquer d'autres personnes qui, elles aussi, vont vendre justement, juste parce que d'autres personnes vendent. Bref, le prix va baisser fortement. Et jusqu'à atteindre un prix où le prix de l'action va être en dessous de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et donc, c'est là où on arrive dans ce que Benjamin Graham appelle la marge de sécurité. Donc, il va chercher à acheter des entreprises qui sont en dessous de leur valeur intrinsèque, en pariant sur le fait que les marchés vont reprendre leur raison. Et c'est ce qui se passe dans la réalité, dans la grande majorité des cas. Le cours d'une action fait le yo-yo, si vous voulez, en passant tantôt au-dessus de la valeur intrinsèque et tantôt en dessous. Donc quand on achète en dessous, on part du principe qu'à un moment ou à un autre, les marchés vont rétablir le prix de l'action à son juste prix, et donc que le prix de l'action remontera au-dessus de la valeur intrinsèque, donc à ce moment-là, on revendra l'action. Donc dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se passe. Par contre, comme on l'a dit dans un de ces principes précédents, on ne sait pas quand cela arrivera. Donc, il faut être patient. Le cours peut stagner pendant longtemps sous la valeur intrinsèque et remonter en l'espace de quelques semaines ou quelques mois au-dessus. Donc voilà, il faut avoir confiance et être patient parce que ça peut durer quelques mois ou quelques années. Pour conclure, selon Warren Buffett, qui est le meilleur ambassadeur finalement de Benjamin Graham, il serait impossible de se tromper en appliquant les enseignements de Benjamin Graham. Se former ou tout au moins comprendre dans quoi on investit est très important. Ça permettra de ne pas justement couper ses investissements en cas de baisse de marché, parce qu'on saura dans quoi on a investi, on aura confiance. Et justement, avoir une forte discipline permettra aussi de ne pas tomber dans le jeu risqué de l'achat-revente, qui serait dommage puisque dans la plupart des cas, il nous ferait vendre finalement à un mauvais moment. Donc j'espère que cette vidéo avec les principes résumés de Benjamin Graham vous aura plu. Bien sûr, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails là-dessus, je vous invite à lire le livre L'investisseur intelligent que vous trouverez sur Amazon par exemple. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.